Bonjour, bonsoir, bienvenue au Campfire Chat organisé par l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. Aujourd'hui, nous allons échanger des points de vue sur les questions de gouvernance de ces technologies de modification du climat, comme l'élimination du dioxyde du carbone et la modification du rayonnement solaire. Nous avons un groupe fantastique d'experts internationaux avec nous qui vont partager leurs points de vue sur ces questions et qui vont répondre aux vôtres. Je vais demander à nos intervenants de brancher leur vidéo. Voilà, merci. Donc, dans un moment, je vais leur demander de se présenter. Je peux déjà dire que nous avons Thelma Cruz du Brésil, Simon Nicholson de Nouvelle-Zélande, Amy Lawyers des États-Unis, Salim du Bangladesh et Aruna Baghosh d'Inde. Avant de passer à cela, j'aimerais vous expliquer en quelques mots ce qu'est notre initiative. L'initiative de Carnegie sur la gouvernance du climat est financée par une petite fondation et a pour vocation de catalyser le renforcement de cadres de travail pour la gouvernance des technologies de modification du climat, que sont l'élimination du dioxyde du carbone et la modification du rayonnement solaire. Il faut savoir que nous sommes impartiaux quant à l'utilisation de ces technologies et quant aux technologies qu'il faut utiliser et dans quelle mesure. Si cela est nécessaire, c'est au gouvernement d'en discuter pour établir cela au niveau de la société. Mais nous souhaitons contribuer et même encourager ces discussions et au niveau national et international. Le Campfire Chat et le webinaire que C2G a récemment lancé font partie des programmes C2G Learn et C2G Discuss qui espèrent contribuer à ces conversations et bientôt d'autres événements suivront. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur les feux de forêt qui ravagent l'ouest des États-Unis et bien sûr d'autres régions du monde et qui n'attirent peut-être pas autant l'attention des médias. L'impact des changements climatiques sont visibles aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes ici à cause de ces impacts et parce que nous sommes convaincus qu'il est urgent d'agir au niveau du climat. Mais revenons à notre Campfire Chat. Nous allons explorer les nouvelles approches et technologies de modification du climat telles que l'élimination du CO2 à grande échelle ou la modification du rayonnement solaire, que l'on appelle soit géo-ingénierie, soit intervention sur le climat ou d'autres façons. Nous allons ensuite discuter des questions de la technologie et des autres choix, ce qu'ils impliquent pour ces approches. Dans les 90 minutes suivantes, nous allons explorer les raisons pour lesquelles il faut réfléchir à ces technologies, à ce qu'elles sont, comment elles ont des impacts sur le plus large paysage du développement durable, comment elles peuvent toucher les plus faibles et quelles peuvent être les motivations de certains acteurs. Et j'espère aussi d'autres questions. Avant de passer à la discussion, j'aimerais rappeler que le but fondamental de notre Campfire Chat d'explorer différents points de vue, de comprendre qu'il y a des points de vue différents et pourquoi il y en a. Et sur ce sujet qui est souvent très controversé. Donc, notre but n'est pas de convaincre les autres, mais ni d'arriver à des conclusions, mais nous allons voir le point de vue des autres et cela va enrichir le débat et nous permettre d'en apprendre davantage. J'aimerais suggérer pour cet événement, je vais demander à chacun de se présenter. Nous aurons une discussion entre intervenants qui dureront entre 20 et 30 minutes. Et parallèlement à cela, j'espère que les participants vont envoyer leurs questions et les mettre dans la rubrique Q&A, la boîte aux questions. N'oubliez pas que si vous trouvez déjà des questions qui vous plaisent, votez pour elles, car plus une question va recueillir de votes, plus elle sera susceptible d'être évoquée pendant le temps qui nous est imparti. Il est également possible de discuter et vous êtes invités à le faire, donc envoyez vos questions. Une fois que nous aurons répondu aux questions et que
nous pourrons encore réfléchir un petit peu et ce sera la fin de notre chat. Je vais commencer en vous demandant à chacun de vous présenter. Et je vais peut-être me présenter moi-même pour montrer le bon exemple. Je m'appelle Janusz Pastor, je suis le directeur exécutif de l'initiative de Carnegie pour la gouvernance du climat. J'ai 40 ans d'expérience dans le changement climatique. Il reste beaucoup à faire en la matière. C'est la raison pour laquelle je suis là. Thelma, pourriez-vous vous présenter? Oui, merci beaucoup. Je suis Thelma Krug. Je suis l'une des 3 vice-présidentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Je suis chez moi, au Brésil. C'est mon bureau. Merci. Simon? Oui, je suis Simon Nicholson de Washington, D.C. Je suis professeur associé à l'American University. J'ai co-dirigé des initiatives et des groupes, des conseils de collègique à l'Institut pour les lois et les politiques sur l'élimination du carbone. Merci Simon. Amy? Bonjour. Bonjour, merci. Je suis Amy Lawyer. Cela fait 3 ans que je suis directrice exécutive de Future Earth, où je dirige le développement d'une nouvelle initiative qui s'appelle la durabilité à l'ère numérique. J'ai aussi travaillé à la Maison-Blanche sous Obama et chez Google sur certaines questions. En fait, dans ces différentes fonctions, je suis axée sur la science et les technologies pour soutenir la gouvernance de ces technologies. Merci, Amy. Salim? Bonjour, Janouche. Je suis Salim Oak, appelez-moi Salim. Je suis le directeur du Centre international pour le changement climatique et le développement qui est basé à l'université indépendante de Dhaka, au Bangladesh, là d'où je vous parle. La plupart de mon travail est d'examiner les impacts du changement climatique sur les pays les plus pauvres et les plus vulnérables et comment les aider à s'adapter. Donc je ne suis pas un expert en la matière et je pense que je peux en apprendre beaucoup des autres. Merci. Merci. Nous avons tous à apprendre. Arunaba? Oui, bonjour. Je suis Arunaba Ghosh. Je suis PDG d'un institut de recherche indépendant sur les politiques qui s'appelle le Conseil sur l'énergie, l'environnement et l'eau. Nous sommes basés à New Delhi, mais je travaille en Inde et dans d'autres émergents. Cela fait 10 ans que j'en apprends sur le changement climatique. Il y a 10 ans, j'ai coprésidé le groupe international de travail sur la gouvernance de la MRS. Actuellement, je suis aussi coprésident du changement climatique et de l'énergie pour les politiques à venir en Inde en matière de sciences, technologie et innovation. Merci. Comme chacun verra, nous avons avec nous ce soir 5 experts ou confrères qui vont pouvoir partager leur point de vue. Et nous allons commencer. J'aimerais vous demander quelque chose, peut-être à Thelma. Prenez votre temps pour y répondre. Mais pourriez-vous nous expliquer si et pourquoi nous avons besoin de parler de ces questions et pourquoi devons-nous le faire maintenant? Quelles sont que nous apportent les dernières conclusions scientifiques? Bonjour, je vous dis officiellement bonjour à vous et à tous les experts qui sont là, aux personnes qui vont participer à cette discussion passionnante sur ces questions d'approche de modification du climat. Il est clair que je participe à cet événement sous ma casquette de coprésidente du GIEC et que je dois donc mettre de côté mes points de vue personnels. Je dois être juste envers les évaluations que le GIEC a faites et je pense qu'il faut vraiment souligner que le GIEC ne fait pas de recherche en tant que tel. Il a pour rôle d'évaluer la littérature qui est publiée à l'échelle mondiale
sur les questions technologiques, sociales, économiques, et qui sont importantes pour les risques qui pèsent en raison du changement climatique, des impacts, et également les questions d'adaptation, d'atténuation. Et bien sûr, il faut que ce soit complet, ouvert, honnête. Donc, quand je dis que je ne veux pas donner mon point de vue, il est certain que ce que le GIEC publie est la recherche qui a été conduite à l'échelle mondiale. Donc, le GIEC n'est pas prescriptif quant à l'utilisation de ces options, mais il doit être important pour les politiques et vraiment transmettre les dernières connaissances sur ces sujets. Et c'est intéressant. Et la première fois que j'ai vu le GIEC évaluer, ce n'était pas sous l'égide de la géo-ingénierie, sous laquelle vous avez ouvert la session, mais dans le 5e rapport d'évaluation qui a été publié en 2013-2014, et ce n'était pas sous l'ombrelle de la géo-ingénierie. Je vois qu'il serait intéressant de fournir la définition que le GIEC a donnée dans le 5e rapport d'évaluation, car je pense que cela donne un cadre à notre discussion. Alors, la définition de la géo-ingénierie est, dont les contenus sont encore valables, est la suivante. C'est vaste ensemble de méthodes et de technologies visant à modifier délibérément le système climatique pour lutter contre les effets du changement climatique. Nous parlons ici des méthodes qui cherchent soit à réduire la quantité d'énergie solaire absorbée par le système climatique, comme c'est le cas pour la modification du rayonnement solaire, la MRS, ou alors d'augmenter la capacité nette des puits de carbone atmosphériques à une échelle suffisamment grande pour avoir un effet sur le climat. Et donc, cela a un rapport à l'EDC et aux méthodes qui s'y rapportent. J'aimerais souligner, et je pense que c'est encore valable, qu'en vertu de cette définition, il y a 2 caractéristiques essentielles des méthodes qui suscitent des inquiétudes en particulier et qui utilisent ou qui touchent le système climatique. Ça peut être l'atmosphère, les terres émergées, les océans, et à l'échelle mondiale ou régionale, et qui pourraient avoir des effets considérables, indésirables, au-delà des frontières nationales. Donc, apporter ces 2 aspects de préoccupation sont importantes car cela donne un cadre pour le besoin de gouvernance que j'espère expliquer à la fin de mon intervention. Dans le rapport spécial sur les 1,5 degrés qui a été publié en 2018, il y a une rubrique spécifique qui parle des efforts sur le changement climatique et la MRS, la modification du rayonnement solaire et l'élimination du dioxyde du carbone sont lancés là, mais de façon différente. On ne parle pas de géo-ingénierie comme on faisait dans le rapport d'évaluation, le 5e, car nous comprenons que ce sont à des niveaux différents de maturité scientifique et nous les séparons, mais nous apportons l'évaluation en la matière de la mesure du possible. Donc, ces approches ont des impacts différents, tels que je l'ai déjà mentionné, à l'échelle nationale ou internationale. Dans le rapport spécial sur le 1,5 degré, on parle beaucoup de l'EDC pour ces approches, car dans les trajectoires d'émissions qui sont évaluées dans le rapport, sur les façons d'y arriver à la fin du siècle à limiter le réchauffement d'1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel,
on voit différentes trajectoires qui peuvent conduire à ces limites, mais dans certaines de ces profils d'évolution, il y a un dépassement des températures de 1,5 degré, mais il doit être redescendu à 1,5 degré pour vraiment respecter cela à la fin du siècle. Donc, comment peut-on faire ceci? Comment peut-on faire descendre? Et le décès a un rôle définitif à jouer dans la plupart de la littérature évaluée. Il y a par exemple des efforts de reforestation, de captage et de stockage du carbone, et la littérature évalue cela. Il y a surtout deux actions pour l'élimination du dioxyde de carbone. Donc il est clair que plus élevé sera le dépassement et plus long sera-t-il, plus nous aurons besoin de l'élimination du CO2. Et il est clair qu'à grande échelle, l'élimination du CO2 peut avoir des impacts significatifs sur le terrain, la nourriture, la sécurité de l'eau, les écosystèmes, la biodiversité. Donc nous avons une gamme de risques et d'impacts potentiels que le GIEC, dans son évaluation, n'a pas pu identifier clairement, car ils sont encore soumis à un grand nombre d'incertitudes et cela dépend de d'où cela va aller. Et les modèles de profil d'évolution des émissions n'incluent pas la modification de rayonnement solaire, mais la littérature scientifique connaît déjà les risques qui ne seraient pas répartis équitablement sur le globe et qui pourraient affecter particulièrement les pays vulnérables et les régions. Donc, avec des grandes précipitations, des événements, des épisodes extrêmes météorologiques, tous ces risques qui ont été indiqués dans le chapitre 4. Donc, pour finaliser et pour vraiment répondre à cette question scientifique, il y a vraiment un besoin de parler maintenant de la gouvernance de ces technologies de modification du climat, et bon, de façon un petit peu différente. Mais nous allons peut-être préciser cela pendant notre discussion, mais en particulier en ce qui concerne la modification du rayonnement solaire, afin d'éviter le risque de mesures unilatérales qui pourraient avoir des effets néfastes et transfrontaliers. Nous parlons par exemple de l'engagement des pays en développement et des petites îles qui pourraient souffrir négativement de ces approches et du besoin d'entendre leur voix. Et qui plus est, il y a aussi le besoin, à travers la gouvernance, de stimuler plus de recherche sur cela. Et je parle d'un engagement le plus complet possible, qui ne pousse pas d'un côté les plus développés et les pays en développement, qui ne les oppose pas, car ils font comprendre que cela est nécessaire, il faut comprendre les risques, ce que cela coûte, combien de temps cela va rester déployé. Et c'est vraiment une question qui concerne la MRS. Donc, nous avons vraiment avoir cette discussion sur la gouvernance plus approfondie et sur les options qui pourraient être soit gérées par la gouvernance nationale, mais qui doivent être aussi être vues sous l'égide plus large de la gouvernance. Donc je vais m'arrêter là, espérer que j'ai planté quelques petites graines de discussion qui vont être développées. Merci beaucoup. Oui, merci. Vous avez planté des graines et je pense que vos collègues vont les arroser et les faire fructifier et éclore. Euh, donc, Simon, c'est à vous, car je crois que c'est une bonne suite à ce qu'a dit Thelma, car Thelma a utilisé des termes intéressants comme géo-ingénierie, les technologies de modification du climat, euh, l'élimination du carbone, la MRS, il y en a d'autres qui n'ont pas encore été évoquées, comme les solutions fondées sur la nature. Et Simon, vous pourriez peut-être nous aider à comprendre pourquoi il faut parler de certaines de ces technologies et quels sont les choix
de ces mots, pourquoi ils sont importants, quelles sont les répercussions. Donc c'est à vous. Oui, merci. Pour la suite de notre conversation, j'aimerais que nous soyons bien d'accord sur la terminologie de façon à ne pas faire d'impair. Il y a un point très simple qui est que les technologies de modification du climat sont différentes, elles fonctionnent de façon différente et à différentes échelles, mais elles ont toutes comme but d'être une réaction potentielle à l'avenir au changement climatique. Cela implique des avantages en termes de gouvernance et il faut considérer ces technologies à côté de façon plus traditionnelle comme l'atténuation ou la réduction des émissions et l'adaptation à des changements climatiques qui existent déjà dans le système climatique. La première étape, c'est que les technologies de modification du climat devraient être considérées avec des façons traditionnelles d'effets sur le climat. Surtout, il faut que nous réfléchissions aux différences de ces technologies et les mettre dans deux axes de poches différentes, car elles agissent de façon différente. Et en termes de gouvernance, il faut vraiment voir cela différemment. Même au sein d'Amemax, il y a des approches différentes. Il y a des façons différentes de mettre en œuvre la recherche qui concerne celle-ci. Pensons à quelque chose comme le reboisement. Pour essayer d'absorber le dioxyde de carbone. Il y a beaucoup de façons de le faire, il y a beaucoup d'endroits pour le faire, mais si nous pensons simplement au reboisement en termes de changement climatique, nous pouvons passer à côté des autres aspects que ce reboisement a pour les personnes. Donc, quand on imagine ces différentes conséquences sur la Terre, il faut vraiment que ce soit pris en compte. Dans l'exemple du reboisement, il y a des grandes questions de gouvernance à des niveaux très élevés sur le fait que les arbres peuvent absorber le carbone, mais les plus grandes questions de gouvernance sont sur le terrain et en particulier, il faut voir les bénéfices du reboisement. Donc, ce sont des points qu'il faut mentionner. Merci Simon. Il y a aussi des graines qui ont été plantées, on va y revenir. Nous allons continuer. J'aimerais me tourner vers Amy. Je crois que Simon a mis le doigt sur des choses importantes, c'est-à-dire qu'il y a différents objectifs, pas simplement le carbone, il y a aussi la biodiversité, la sécurité alimentaire et toute une gamme de ce qui a été approuvé depuis 5 ans comme objectif de développement durable. Mais comment cela est-il lié au travail et comment peut-on le gérer à travers la gouvernance? On va essayer d'avoir une perspective là-dessus. Ah oui, votre micro? Ah, pardon. Oui, merci, je suis très heureuse d'être ici. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de défis de gouvernance, bien sûr, et il faut par exemple évaluer les contreparties, et surtout dans le contexte des multiperspectives pour les populations. Et on a mentionné les défis des stratégies et il faut s'assurer qu'elles s'alignent, qu'elles s'inscrivent dans les objectifs de sécurité alimentaire, de santé, de droits humains. Il y a beaucoup d'exemples où les technologies de modification du climat, comme il faut penser en contrepartie, j'aimerais dans ce contexte et dans celui des solutions fondées sur la nature, par exemple le reboisement ou la bioénergie avec captage et stockage du carbone, j'aimerais entre autres en parler car il faut voir les normes d'utilisation de nos sols et les défis et les conséquences qui sont liées à la modification des climats. Et les solutions fondées sur la nature peuvent avoir bien sûr des impacts. On pourrait finir par simplement gérer notre Terre à l'aune du carbone et pas simplement d'évaluer tous les autres services que la Terre nous apporte. Donc, ces choix sont un jugement de valeur, mais cela fait partie de notre compréhension de nos décisions.
Et ce n'est pas toujours facile car nous pouvons nous ne pouvons pas toujours voir la conséquence. Par exemple, quelle est la conséquence sur le carbone de prendre une décision au Brésil? Quelles vont être les conséquences à un autre endroit? Si l'on choisissons de déforester ou de ne pas déforester au Brésil, est-ce que ça va avoir des conséquences en Chine, au Bangladesh ou aux États-Unis? Et comprendre ces liens dans le monde entier n'est pas toujours facile. Mais ça devient plus facile car la révolution numérique ouvre de nouvelles possibilités de voir et de comprendre les conséquences de ces prises de décision. Pour vous donner des exemples comme l'extension des émissions par satellite, de l'Internet des objets, ou l'utilisation de plus en plus grande de l'intelligence artificielle pour comprendre les conséquences de nos décisions à une échelle beaucoup plus vaste. Et je, donc ces technologies vont jouer un rôle essentiel pour avoir une gouvernance réussie. Et il faut qu'elles soient utiles. Et pour qu'elles soient utiles, il faut repenser nos buts de gouvernance. Je vais laissez-moi vous parler de trois risques importants et d'atouts que posent les solutions fondées sur la nature pour le climat. Le premier est lié à la permanence, le deuxième c'est la fuite et le troisième c'est la réunion de ces contreparties essentielles. J'aimerais revenir brièvement sur la terminologie. La permanence, c'est le souci que le carbone qui est stocké dans la végétation peut brûler vite et donc revenir dans l'atmosphère. Et ça, c'est un gros souci. Et je vois par exemple ma famille qui vit sur la côte ouest des États-Unis. Bien vraiment, elle s'en soucie beaucoup. C'est aussi vrai à l'échelle mondiale. Et par exemple, c'est très vrai en Australie. La deuxième question, ce sont les fuites. C'est une question importante dont je vais parler. C'est le souci que des décisions prises quelque part puissent avoir des conséquences ailleurs. La recherche montre clairement que, par exemple, le reboisement ou la réduction de la déforestation peut entraîner des grandes déforestations ou une dégradation des récoltes ailleurs et annuler donc les bénéfices du stockage du carbone dans un autre endroit. La troisième question est liée aux contreparties et c'est le dernier défi que j'aimerais souligner, et ce n'est pas le seul qui demande une gouvernance. C'est donc la contrepartie des terres utilisées. On ne peut pas simplement gérer notre paysage à l'aune du carbone. Il faut voir le carbone, la sécurité alimentaire, les questions environnementales. C'est pourquoi, même si planter des arbres est la méthode la plus efficace, on ne veut vraiment pas planter beaucoup d'arbres partout dans le monde. Il faut considérer la contrepartie et voir tout ce que ces décisions vont impliquer sur la population. Ces informations ouvrent des possibilités pour la gouvernance des technologies de modification du climat. Par exemple, nous avons des exemples sur nos capacités à repenser notre façon d'imaginer et de structurer ces institutions. Par exemple, la transparence est indispensable pour cela. La capacité de voir en temps réel comment cela offre de nouvelles opportunités de gouverner et de pouvoir voir les contreparties. Et ensuite, il faut parler des systèmes d'intelligence, pas seulement l'intelligence artificielle, mais notre capacité à prévoir le climat et à gouverner ces questions. Et enfin, l'ère numérique permet une collaboration massive qui permet un engagement plus direct d'approche pour prendre des décisions plus tranchées qui ont une grande incidence sur l'équitabilité et la justice. Je ne dis pas que l'ère numérique va permettre de résoudre les risques et les contraintes qui sont liées aux solutions fondées sur la nature, mais j'aimerais dire que cette augmentation des technologies augmente les opportunités de voir comment tout cela est connecté et comment on peut collaborer plus directement. Elles ouvrent des opportunités qui permettent de réimaginer la gouvernance.
nous avons des systèmes de gouvernance qui ont été construits dans un monde analogique. Il y a un grand nombre de domaines où les technologies numériques sont utilisées pour soutenir le système analogique. Il faut nous atteler à relever ces défis. Nous devons repenser notre façon de surveiller et de gouverner le monde naturel, car cela crée des opportunités de comprendre et de gérer les compensations et les conséquences. Prenons par exemple Climate Tree. C'est un réseau collaboratif qui a été récemment annoncé et qui vise à combiner l'accès aux données et des outils d'analyse afin de fournir pratiquement en temps réel un accès à l'EDC dans tous les secteurs. Le but, ce serait de l'avoir pour la prochaine COP. Et cela, bien sûr, suppose des approches qui chambouleraient la gouvernance du climat. Mais les changements ne sont pas que technologiques. Nous avons véritablement besoin d'institutions efficaces. Et donc, il y a de grands risques et opportunités qui entourent les efforts d'élimination du carbone de l'atmosphère. L'ère numérique présente de nouveaux outils qui vont aider à dépasser certains de ces défis. Mais pour y répondre, nous ne pouvons pas simplement appliquer ces outils aux vieilles façons de faire les choses. Nous avons besoin pour cela de changements institutionnels. Nous devons dessiner des systèmes de gouvernance que nous avions développés pour le monde analogique d'hier et construire un nouveau monde de gouvernance de demain. Merci. C'est très intéressant, cette question du monde analogique et numérique. Nous y reviendrons. Salim, nous venons d'entendre des idées intéressantes de Simon et de Amy sur les différents emplois et utilisations. Cela concerne des pays plus pauvres. Vous pouvez peut-être nous aider à en savoir plus sur la façon dont les personnes vulnérables et les pays et régions peuvent être davantage affectés et comment ils devraient faire. C'est à vous. Oui, merci et merci aux intervenants qui nous ont apporté des idées passionnantes et stimulantes. J'aimerais commencer par expliquer ce que je fais et d'où je viens. Je crois que ça peut être utile. Comme je l'ai dit, je travaille sur les effets négatifs, indésirables du changement climatique et des effets négatifs dans le monde entier. Nous avons parlé des feux de forêt aux États-Unis, mais je pourrais vous dire que dans mon pays et dans la région du monde, on a des inondations. Dans mon pays a souffert d'inondations et d'un cyclone en plein milieu de la pandémie de Covid il y a quelques mois. Alors les impacts de changement climatique en 2020, ils sont là. C'est le point de bascule. On ne peut plus se quereller. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. 500 000 réfugiés dans l'Oregon hier. Ce sont des réfugiés climatiques. Et donc, dans ce contexte, travailler avec les communautés les plus vulnérables dans certains des pays les plus vulnérables, en particulier dans un groupe de pays que l'on appelle les pays les moins développés. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont près de 50 pays les plus pauvres, essentiellement en Afrique et en Asie, que la Convention cadre sur les changements climatiques reconnaît comme particulièrement vulnérables au changement climatique car ils sont pauvres, ils ont peu de capacités et ils sont situés dans des régions qui sont affectées par le climat. Nous avons un cadre de gouvernance, c'est la Convention cadre des États-Unis sur les changements climatiques qui depuis plus de 25 ans se réunit tous les ans à la conférence des parties. Il y a eu l'accord de Tokyo, il y a eu l'accord de Paris pour faire des choses. L'accord de Paris est très important car il se met d'accord pour limiter les températures à 1,5 degré. Donc on a l'accord pour faire des choses, mais on ne les fait pas. Et c'est là que le problème, avec les structures actuelles de gouvernance, on les a, elles sont mondiales, elles sont justes dans le sens où elles donnent une voix à des pays pauvres, mais elles ne sont pas efficaces pour faire des choses justes et qui aident. Et en particulier, si l'on prend la division qu'il y a entre
les pollueurs et les victimes de la pollution, là c'est carrément très injuste. Les pollueurs prennent les décisions et les victimes eh bien, doivent assumer ces conséquences. Et même jusqu'à maintenant, c'est le paradigme dans lequel nous vivons. Nous avons vraiment très peu de voix, même dans la Convention cadre, car tout le monde a une voix, un vote, mais ces votes ne sont pas égaux. Et ce qui me fait le plus peur dans ce nouveau moment de la géo-ingénierie, qui est la modification du rayonnement solaire, c'est que même cette petite voix que nous avons dans la Convention cadre pourrait être mise de côté. Et comme l'a dit Thelma, les décisions pourraient être prises par des personnes qui ne sont soumises à aucun cadre de gouvernance. Et c'est pourquoi, au cours des dernières années, j'ai tenté d'en apprendre plus sur cette question, en particulier pour conseiller les pays les plus pauvres, ce que je fais dans le cadre de la Convention cadre, où je conseille le groupe des pays les plus pauvres, qui sont ce groupe présidé par le Bhoutan, et sur une question particulière qui est l'atténuation et aussi la perte et les dégâts. Maintenant, on ne peut plus anticiper, car voilà, on en est aux pertes, on en est aux dégâts, et désormais, il faut faire face à tout ceci. Dans ce contexte, même s'il y a un certain niveau d'équité dans les processus, eh bien, ça ne résout pas toutes les questions d'équité. Et nous sommes très préoccupés par les nouveaux dégâts que certaines mesures prises au nom de la résolution des problèmes causent finalement. Elles causent des impacts sur d'autres personnes. Je suis très méfiant quand j'entends quelqu'un utiliser le mot nous pour parler de toute l'humanité, car nous, je crois que ça ne couvre pas toute l'humanité. De même que le mouvement Black Lives Matter, ces militants disent que la vie des Noirs importe, eh bien moi je dirais que c'est la vie des pauvres, que la vie des pauvres importe. Et en général, quand on évoque ce nous pour prendre des décisions au nom de l'humanité, les gens pauvres ne sont pas inclus dans ce nous. Ce sont les gens qui prennent ces décisions et qui se considèrent comme le nous et qui parlent au nom de l'humanité. Mais ils assument ce rôle. Donc je suis très très méfiant quand ça arrive et je travaille pour garantir que ça n'arrive pas. Et le dernier élément que j'aimerais partager avec vous, c'est que dans le groupe des pays les moins développés, des 50 pays qui sont en Afrique et en Asie, nous avons un réseau d'universités qui pourrait peut-être que je pourrais peut-être coordonner depuis Dakar. Et nous partageons beaucoup de travail et de connaissances, en particulier sur l'atténuation du changement climatique dans les communautés les plus vulnérables. Donc, dans mon consortium d'universités des pays les moins développés sur le changement climatique, nous avons entamé un processus d'apprentissage et nous voulons pouvoir observer ce processus, ne pas prendre de position définitive, mais nous voulons en savoir plus, savoir si nous pourrions éclairer des décisions au niveau national ou même sur un niveau plus collectif pour les négociations. Au fur et à mesure qu'émergent les problèmes, Thelma a parlé du GIEC dans un contexte scientifique, cela nous intéresse, mais pour nous c'est encore plus important de voir la Convention cadre des Nations Unies. Et cela m'intéresse et je veux en apprendre plus de façon à pouvoir conseiller les pays avec lesquels je travaille sur les meilleures façons d'agir. Merci Salim, nous les organisateurs de l'événement, nous sommes très heureux d'entendre cela, nous y reviendrons peut-être. Je vais me tourner vers Arunaba. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont été évoquées sur les raisons d'utiliser ces technologies. Il y a peut-être des raisons qui font que certains acteurs sont impliqués ou pas. Vous pourriez nous aider à comprendre les motivations et les avantages qui sont en place ou qui pourraient l'être afin que les choses arrivent. Je vous donne la parole. Merci. À nouveau, bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être ici dans ce Campfire Chat virtuel et d'écouter toutes ces différentes voix sur les raisons d'avoir cette discussion. Je voudrais reprendre là où Salim s'est arrêté.
car je crois qu'il est très important de comprendre le contexte dans lequel nous avons cette conversation. Quand je me suis présentée, j'ai dit qu'en 2010, j'ai commencé à coprésider une initiative de gouvernance sur la modification du rayonnement solaire à niveau international. Et je me souviens qu'en 2010, c'était quelques mois après ce que l'on pourrait appeler la conférence de Copenhague qui avait échoué. Donc le monde avait plutôt un sentiment négatif sur l'action climatique. Et donc, il y avait peut-être un contexte pour repenser un autre type d'intervention peut-être nécessaire afin de... car nos actions avaient échoué, même si l'on pouvait plutôt alors accuser les pays développés. Une décennie a passé, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de conversations sur la gouvernance, des technologies de modification du climat, mais le contexte est important. Salim a mentionné les épisodes extrêmes aux États-Unis, dans le golfe du Bengale, en Australie, etc. Mais il y a un autre épisode extrême qui est en train d'arriver. C'est le choc de la pandémie mondiale, à cause duquel, selon les instruments de la Banque mondiale, il y aurait bientôt 100 millions de personnes en plus qui vont glisser dans l'extrême pauvreté. Et ce choc de la pandémie mondiale pourrait inverser 3 ans de développement mondial. Alors vous pourriez dire, bon, finalement 3 ans, hein, c'est quoi? Ça fait si longtemps qu'on est pauvre, alors 3 ans de plus, 3 ans de moins. En réalité, cela souligne que on ne peut pas, je le dis à nouveau, on ne peut pas jouer avec des gens qui sont comme ça, à la marge. Car le moindre choc planétaire peut complètement perturber leur vie et leurs moyens d'existence. Et tout ce que l'on envisage doit être conceptualisé par rapport à ce que cela peut vouloir dire pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Je vous donne un autre exemple. Wimbledon a souscrit, il y a une quinzaine d'années, une assurance contre les pandémies. Donc cet été, comme le tournoi n'a pas pu avoir lieu, eh bien, ils vont toucher une prime de 141 millions de dollars. Alors que les bons d'assurance contre la pandémie de la Banque mondiale qui ont été lancés il y a 2-3 ans, collectivement pour tous les pays à plus faible revenu, va verser 132 millions de dollars. Donc d'un côté, Wimbledon, 141 millions de dollars, tous les pays pauvres, 132 millions de dollars. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'on parle de la gouvernance comme si notre intention était assez bonne pour faire du monde un endroit meilleur. La réalité est très différente. La réalité, c'est que le monde est inégal, que les ressources sont inégalement déployées et utilisées, et que l'impact de nos choix sont inégalement répartis. C'est pourquoi je suis encore dans ce type de discussion 10 ans plus tard. Je suis intéressée par la conception d'une architecture de gouvernance qui réponde aux intentions, et on ne peut pas avoir une gouvernance qui émerge automatiquement d'un vide existentiel. Et je ne pense pas qu'on puisse décider une architecture de gouvernance avec un vide moral. Alors, sur quoi devons-nous réfléchir? La première question, c'est pourquoi prenons-nous en compte ces technologies de modification du climat? La deuxième question, c'est quelles sont les différentes motivations des différents pays? Et la troisième question, c'est qui pourrait être ces différents nous? Et l'architecture de gouvernance doit être conçue en conséquence. Je vais encore utiliser quelques minutes et m'arrêter. Pourquoi nous prenons cela en compte? Il est vrai que nos actions collectives sont très loin de maintenir le réchauffement à 1,5 degré. Et donc, d'aucuns pourraient dire que
ces technologies de modification du climat, même si elles sont divisées en deux axes, comme le rappelait Simon, sont en fait un dernier recours, un dernier ressort face à nos efforts qui ont échoué. Donc ceci m'amène à me demander si nos efforts sont assez importants pour ne pas échouer en premier ressort. Et donc, est-ce que nous regardons ces technologies parce que nous ne sommes pas capables de déployer des efforts nécessaires en vue de l'atténuation qui doit être faite le plus rapidement possible? Est-ce que notre recherche sur ces technologies est en quelque sorte un effort pour gagner du temps? Comme l'a clairement dit, tellement certains profils d'évolution se traduisent par un dépassement. Et alors, si nous investissons dans ces technologies, est-ce que nous pouvons peut-être gagner du temps pendant ce dépassement, car nous savons que nous pouvons finalement faire redescendre à des émissions négatives? Ou alors, envisageons-nous cela comme une réponse au changement climatique? Par exemple, on a beaucoup de soucis sur l'Arctique, mais songe-t-on à cette technologie de modification du climat pour restaurer le niveau de glace, de banquise de l'Arctique, sans se soucier de ce que cela peut faire, par exemple, sur les moussons tropicales? Et arrive alors la question des motivations. Pense-t-on à ces technologies parce que, selon certaines estimations, elles sont assez peu chères? Ou est-ce un peu plus machiavélique et cela signale que si le reste de nous n'est pas d'accord, eh bien, on va, nous, les autres, nous allons continuer à investir dans ces technologies et c'est une façon d'encourager des comportements plus traditionnels sur le climat. Et c'est une motivation pour prendre les rênes de l'élimination du CO2, car il pourrait y avoir à l'avenir un marché du carbone où on pourrait gagner beaucoup d'argent. Ou alors, est-ce que je suis motivée parce que je suis seule? Je suis une petite île qui est en train de sombrer. Donc j'utilise la souveraineté pour pour permettre à des scientifiques d'agir, et parce que personne d'autre ne m'aide. Et donc il faut savoir qui est le nous, et pour le savoir, il y a une recherche financée par des capitaux privés, parmi des petits groupes de scientifiques, ou des consortiums de recherche formés par des petits groupes de pays qui ont des capacités de pointe. On peut créer une plateforme internationale qui rassemble de nombreux pays, ou comme l'a dit Thelma et Amy, je crois, oui, le risque d'une action unilatérale d'un simple pays, d'une petite province, qui dit qu'elle a l'autorité et la souveraineté de faire cela. Ou alors, c'est une province qui est désespérée, une petite île qui est désespérée et qui dit c'est nous le nous. Et tant que nous n'aurons pas examiné sans porter de jugement de valeur, jugement moral, les questions des raisons, des motivations et de qui est le nous, nous continuerons à penser à la gouvernance depuis un vide existentiel, sans comprendre le contexte, selon lequel les plus vulnérables voient déjà les lignes reculer et des perspectives physiques qui sont en action et qui avanceront. Merci à Runaba. Il y a beaucoup d'idées intéressantes qui ont été évoquées. J'aimerais maintenant rappeler à nos participants de bien vouloir envoyer leurs questions. J'en vois quelques-unes. Donc, envoyez-les dans la rubrique Q&A, les questions de cette application Zoom. Dites si elles s'adressent directement à quelqu'un, autrement nous verrons qui peut le mieux y répondre. Beaucoup d'idées intéressantes ont été soulevées ici et j'aimerais peut-être que certains d'entre vous rebondissent sur d'autres interlocuteurs. J'aimerais commencer avec ça. Je vous demande de brancher vos micros pour que la conversation soit plus fluide. Donc, levez la main ou dites quelque chose si vous voulez intervenir. Je vois Salim. Alors, c'est à vous. Nous allons avoir cette discussion et puis nous passerons aux questions. Salim, merci beaucoup et merci à tous les intervenants. Je trouve que tout cela est vraiment très intéressant. J'ai une question que j'aimerais développer avec Amy, si je peux, et qui concerne son évocation du passage du monde analogique au monde numérique. J'aimerais
je crois que c'est intéressant peut-être de le développer. J'aimerais faire part de mon expérience, celle que j'ai vécue à Dakar avec le confinement dû à la Covid. Donc je me suis retrouvée à travailler chez moi. Le Bangladesh est un des pays les plus pauvres et vulnérables aux impacts du changement climatique. Nous sommes 160 millions vivants dans moins de 150 000 km², mais nous avons pratiquement une couverture du téléphone portable de 100%. Presque tout le monde a un téléphone portable et beaucoup de personnes ont même de smartphones. La transition vers ce monde numérique. Maintenant, je dis que je vis dans un monde Zoom, plus dans un monde réel. Et donc, ça a été très rapide. Nous nous sommes adaptés. Et maintenant, j'ai des meetings avec des amis. Avant, il me fallait 1 heure pour me rendre chez eux. Maintenant, nous nous voyons tout le temps sur Zoom. Nous nous sommes habitués très rapidement à ce monde. Et ça m'a surpris d'ailleurs. Nous travaillons beaucoup sur les communautés vulnérables et nous leur permettons de faire entendre leur voix. Nous appelons cela les voix qui viennent de la ligne de front. Nous avons maintenant un programme où nous avons des blogs, des vidéos et des conversations de ces voix de la ligne de front, pas simplement au Bangladesh, mais aussi dans des pays pauvres, moins développés, comme je l'ai mentionné, où nous essayons de les mettre en contact et la connectivité autour du monde se fait facilement. Nous pouvons nous parler les uns les autres et je vois ça comme une très bonne opportunité et j'aimerais en savoir plus sur les façons d'accélérer ceci et peut-être aussi de donner une sorte de concurrence plus équitable en termes de connaissances et de participation à des discussions mondiales que nous avons eues dans le passé. Dans le passé, on prenait l'avion pour se rendre à la COP. Des milliers de personnes le faisaient. Mais c'était bien, mais tout le monde ne pouvait pas le faire. Sur une plateforme en ligne, en revanche, on peut avoir des niveaux beaucoup plus grands de discussion et de participation. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mieux comprendre. Et j'aimerais qu'Amy m'explique comment on peut y arriver. Thelma, votre question a un rapport avec cela? Si ce n'est pas le cas, je préférerais qu'Amy réponde. Non, elle n'est pas liée à cela, donc Amy peut répondre, peut prendre la parole. Allez-y, Amy. Oui, je suis très heureuse d'entendre cela. Euh, L'un des buts du travail dans lequel nous sommes impliqués depuis quelques années, avec notre initiative, la création de cette initiative de développement durable à l'ère numérique, a été de la façon de penser à ces choses. Par exemple, aujourd'hui, si nous étions là à nous demander comment nous allons gouverner le monde, les risques, comment nous allons faire passer le monde à de faibles émissions ou à zéro émission, ça n'aurait rien à voir avec cette discussion-là que nous avons. Avec une structure des Nations Unies, ce sera encore plus réparti, il y aurait beaucoup plus de voix différentes. Pour aller de là où nous sommes maintenant à une dimension internationale, nous avons une structure. Elles ne sont pas inutiles, mais on ne peut pas se contenter d'apporter de nouvelles technologies numériques pour faire les choses que l'on faisait avant. Il faut casser, on ne change pas les affaires comme ça, il faut casser les moules, il faut penser d'une façon différente. Et je crois que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis, nous devons traiter des tas de problèmes, mais l'un des buts de cette initiative est de dire aujourd'hui que le monde est de plus en plus interdépendant à la fois du monde numérique et du monde naturel. Et donc les impératifs de la construction d'un monde numérique qui table sur la confiance est interconnecté avec notre façon de relever ces défis de durabilité. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir un système remontant de voix qui se font entendre pour pouvoir répondre à ces questions de gouvernance et d'avoir l'information nécessaire pour comprendre ces contreparties à une grande échelle. Il faut veiller à obtenir les bonnes motivations pour avoir les bonnes données afin de comprendre, car maintenant, il y a des motivations pour avoir des informations qui vont nous permettre de répondre à ces problèmes.
Là, il nous faut développer les partenariats publics-privés pour mettre ces questions sur le devant de la scène. Maintenant, nous sommes au point de bascule avec la Covid. Nous allons être obligés de prendre toutes ces décisions. Comme toute chose, ça peut nous mener sur le mauvais chemin, mais cela peut aussi être une opportunité pour véritablement changer les choses. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, rapidement, Simon. C'est une fantastique discussion et j'apprécie beaucoup la réponse que vous avez faite à la question de Salim. J'aimerais évoquer quelque chose qui a un lien avec cette conversation. Lorsque l'on parle de technologie, j'aime faire une citation du poète Ralph Waldo Emerson qui disait « Les machines sont aux commandes et elles conduisent l'homme ». Et parfois, on peut imaginer que c'est la technologie qui dicte l'agenda et que la technologie va nous mener vers des endroits sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Et nous pourrions appliquer cette notion au panorama des technologies de modification du climat, car nous imaginons qu'elles peuvent être une réponse directe et simple à des défis sociaux extrêmement complexes. Le changement climatique n'est pas qu'une question de gaz à effet de serre, c'est aussi un problème social très sérieux qui met du carbone dans le sol, qui s'enflamme et conduit à un réchauffement planétaire. Et Amy, vous avez dit qu'il faut faire cela avec la collectivité, des technologies comme l'intelligence artificielle ou les technologies numériques. Elles peuvent être une grande opportunité, mais elles peuvent aussi cacher qui est dans cette conversation et vers qui ces technologies sont dirigées. Et l'on finit par intégrer le défi de la condition sociale au lieu du changement climatique en premier lieu. Je peux répondre brièvement? Oui, vite, parce qu'après, c'est à Thelma, je vous en prie. Oui, je voudrais vraiment souligner que mon approche pour penser au rôle de la technologie n'est pas que la technologie va résoudre nos problèmes. Je vois plutôt cela à travers le prisme Marshall McLuhan qui disait « Nous façonnons nos outils et eux nous façonnent ». Ces outils façonnent la société et notre avenir, que cela nous plaise ou non. À mon avis, il faut reconnaître qu'une telle force va induire le changement et comme dit Salim, ce changement s'opère très rapidement et il faut reconnaître qu'inculquer cela est un outil puissant pour nous conduire là où nous voulons aller. Alors, la nature est notre base et les questions d'équité doivent être au centre de ces phases. Et si nous utilisons ces outils pour façonner le monde de manière consciente, alors cela effectivement aura un véritable effet transformateur. Merci. Thelma? Oui, si vous me le permettez. Je crois qu'il est important de contextualiser ces questions. Nous parlons de gouvernance et maintenant je crois que j'ai signalé certains éléments dans ma première intervention, mais je crois que quand l'accord de Paris a été décidé et ratifié rapidement, il a apporté certains éléments qui font qu'il est désormais important de parler de ces technologies de modification du climat. Et ce n'est pas simplement la MRS ou le décès ou d'autres options, comme l'a dit Simon. Chacune de ces options s'accompagne de leurs propres risques, opportunités, conséquences, impacts. C'est véritablement un portefeuille très complet. Mais pourquoi je vous dis ça? Je veux bien signaler les buts de l'accord de Paris. Cela parle du réchauffement de 1,5 degré, c'est-à-dire de déployer véritablement beaucoup d'efforts pour respecter ce réchauffement de 1,5 par rapport au niveau pré-industriel. Et c'est important car le message qui était dans le rapport spécial du 1,5 degré était que chaque réchauffement compte et que l'on n'a pas le même monde entre un réchauffement de 1,5 et de 2 degrés. Chaque année compte. Plus on reporte nos actions, pire c'est. Et chaque action compte. Donc, je voulais contextualiser pour dire que tous les profils d'évaluation évalués par GIEC dans le rapport spécial ont, à l'horizon 2050,
les émissions de CO2 ont été réduites à l'échelle mondiale à zéro net. Dans tous les profils d'évolution évalués, qu'il y ait un dépassement, qu'il n'y en ait pas, qu'il soit limité, qu'il soit élevé, dans tous les profils. Les émissions nettes de CO2 sont au cas net zéro à l'horizon 2050. Il est clair que l'on sait que ça pourrait ne pas être complètement faisable. Et c'est pourquoi il faut vraiment aider à réaliser cela pour atteindre l'objectif du 1,5. Et je crois qu'il est important de dire, bien entendu, que le scénario d'une absence de dépassement permettrait de dépendre moins des technologies de modification du climat. Et cela peut être atteint si on procède à une rapide décarbonation. Le GIEC dit qu'il n'est pas impossible de réussir un réchauffement de 1,5 degré. Mais pour cela, il est nécessaire d'opérer des transformations dans tous les secteurs, de l'énergie, les procédés industriels, l'agriculture, l'utilisation des sols, la façon dont on traite les choses, y compris le comportement humain. Le contextualiser dépend beaucoup de la façon dont nous faisons les choses. Ça commence dès maintenant. Il faut être ambitieux, il faut tenter d'atteindre la décarbonation le plus rapidement possible. Nous comprenons que ce n'est pas complètement faisable. Il faudrait compenser les émissions de carbone résiduelles d'ici à 2050, ce qui ne serait donc pas de zéro. Et nous avons déjà signalé le besoin d'avoir des émissions négatives ou du fait de pouvoir faire baisser le profil de dépassement en dessous de 1,5 degré. Il faut donc signaler cela. D'où le besoin de contextualiser ces choses dont nous parlons, plus que nous le faisions dans le passé, car nous n'avions alors pas encore le 1,5 qui a été établi par l'accord de Paris. Avons-nous parlé de la gouvernance de ces questions? Non. Je crois que Salim a signalé un point important. Il a rappelé que le GIEC et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques sont deux choses différentes. L'un est scientifique, l'autre est politique, mais le GIEC apporte la formation scientifique qui nourrit cette discussion. Et cela a éclairé des décisions, y compris celle du 1,5 degré. Car le GIEC a mis en avant les risques auxquels sont exposés les pays les plus vulnérables du monde, qui pourraient être sérieusement impactés par le changement climatique. Donc, le GIEC a un rôle vraiment très important pour pouvoir parler de ces questions et alimenter en quelque sorte la prise de décision. Je crois que nous avons beaucoup parlé du nous, entre guillemets, qui est le nous, qui prend la décision. La Convention cadre des Nations Unies, les agencements des institutions, mais j'aimerais apporter une information complémentaire pour terminer. Je me trompe peut-être, mais les seuls éléments de gouvernance internationale sur ces questions ont été fournis par la Convention sur la diversité biologique il y a très longtemps, il y a des années. Elle a parlé de ces problèmes en particulier avec la fertilisation des océans ou avec des options qui pourraient avoir un effet négatif sur la biodiversité. Donc cela a mis l'accent sur les inquiétudes liées au réchauffement car la Convention cadre a des centaines de pays. Cela se fait par consensus et c'est par consensus que cette préoccupation a été mise en avant et je crois que cela devrait être mis en avant dans un contexte plus large, pas simplement celui de la biodiversité. Janus, j'aimerais commenter ce qu'a dit Amy, mais je pense qu'il faut que je laisse la parole aux autres intervenants. S'il reste du temps, j'aimerais revenir sur les questions de la permanence et de la saturation, ainsi que sur le rôle du reboisement à grande échelle, sur le rôle de la bioénergie avec le captage et le stockage du carbone, également la sécurité du stockage, qui est une chose qui nous préoccupe pas tant sur la permanence, mais sur cela.
Et également sur tous les incendies, sur tous ces épisodes climatiques extrêmes qu'entraîne le changement climatique, auxquels s'ajoute la nature des responsabilités. Et il faut voir si ces options fondées sur la nature, moi je ne parle pas de solutions mais d'options, il faut voir si elles nous mettent sur la bonne voie. Et voilà, je vous remercie. Merci Thelma. Nous allons peut-être revenir sur ces questions, mais là j'aimerais passer aux questions reçues. Nous en avons quelques-unes. Et d'ailleurs, la première s'inscrit dans ce que vous venez de dire, Thelma. Je vais vous donner, je vais vous permettre de vous reposer. Je vais peut-être permettre à Runama ou à Simon de répondre et vous pourrez y revenir par la suite. Nous avons une question de Doreen Stavinky qui dit les exigences de permanence pour faire face à l'élimination du carbone en surface est plus épineuse que ne le laissent entendre les conversations actuelles. Il y a un besoin de stockage pendant des siècles, pas pendant des décennies. Donc, quelles sont les conséquences pour la gouvernance? Arunaba ou Simon peuvent peut-être répondre et ensuite nous prendrons d'autres questions. Arunaba? Bon, je vais essayer. Je ne suis pas sûre d'avoir la bonne réponse. Bon, en réalité, le fait que nous envisagions l'élimination du dioxyde de carbone d'une façon qui durerait des siècles, pas des dizaines d'années, ne devrait pas, à mon sens, nous conduire à la supposition que l'on ne peut pas imaginer des systèmes de gouvernance susceptibles de durer pendant des siècles aussi. Et ça peut sembler un peu ridicule parce que la Deuxième Guerre mondiale s'est achevée il y a 75 ans. Alors nous avons une architecture de gouvernance qui n'a même pas un siècle. Mais attendez, la gouvernance est une sorte de voie contextualisée, une scène contextualisée peut-être, qui nous permet de gérer nos interactions. On peut trouver à l'échelle mondiale des corporations, des sociétés qui ont duré bien plus longtemps, pendant des siècles. Elles ont évolué, les noms ont changé, les directeurs ont changé, mais elles ont continué. Elles ont pu appartenir à un pays, puis les pays ont changé, mais voilà, elles sont restées. Donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il est possible que les humains, et je ne nous appelle pas tous les humains, nous, de conceptualiser des règles officielles et des normes coutumières qui peuvent perdurer et évoluer au-delà de nos propres existences. Mais toutefois, elles devraient être assez agiles pour pouvoir évoluer. Et je voudrais juste prendre une minute pour rebondir sur une chose que Simon et Amy ont évoquée dans ses remarques initiales. Simon a dit que lorsque l'on songe aux technologies de modification du climat, il ne faut pas simplement les évaluer à l'aune du carbone, du climat, pardon. Et Emma a dit que parmi les 3 questions spécifiques qu'il faut prendre en ligne de compte, importante, elle n'a pas dit importante, ça c'est moi qui le dis, eh bien, c'est la question des contreparties. Donc, lorsque l'on recoupe beaucoup de littérature qui a trait à la technologie de modification du climat, on trouve souvent la question de savoir si elles sont bon marché. Mais bon marché par rapport à quoi? Par rapport à quels indicateurs? Oui, elles sont peut-être bon marché par rapport à une autre façon d'atténuer le carbone. Bon marché, l'impact sur la biodiversité, si l'on considère une perte de la production agricole, est-ce bon marché si on prend en compte la perte d'emploi? Quand on commence à considérer ces questions d'une façon plus recoupée, et comme l'a rappelé Amy, il faut voir si cela peut avoir un impact sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors peut-être que certaines des technologies que nous envisageons ne sont pas les meilleurs marchés. Maintenant, c'est particulier avec la pandémie, avec notre lutte contre cette pandémie. Il faut penser aux façons de retrouver des emplois. Comment retrouve-t-on de la croissance? Qu'est-ce qui peut être durable pour s'inscrire
aussi dans notre énergie. Donc, en premier lieu, pour répondre à la question, je crois qu'il est possible d'imaginer des modèles de gouvernance décentralisés et distribués qui évoluent à mesure que le contexte change. Mais ceci est un jugement de valeur de notre part pour déterminer les limites de ce contexte. Et plus les limites seront strictes, moins réactives et pertinentes et résilientes sera l'architecture de gouvernance. Merci. Je pourrais dire quelques mots? Oui, merci. Dans les conversations de la gouvernance, il faut savoir si nous parlons du monde tel qu'il est ou du monde tel que nous souhaiterions qu'il soit. Dans le monde tel qu'il est, la question de la longévité du stockage du carbone suggère qu'il faut des options technologiques pour l'élimination du carbone et son enfouissement dans les sols. C'est la seule façon de procéder dans le monde tel qu'il est. Mais il faut être certain que le carbone peut être stocké et rester sur le long terme, parce que les forêts brûlent, parce que l'utilisation des terres peut être modifiée, parce que les sols peuvent être labourés et renvoyer du carbone dans l'atmosphère. Dans le monde que l'on peut imaginer et qui serait souhaitable, cela peut être une opportunité de développer ces formes de gouvernance dont nous parlons. Cette conversation sur l'élimination du CO2 peut nous conduire à une façon de nous comporter ensemble à long terme, et c'est très stimulant. Mais nous ne sommes pas vraiment au meilleur moment, et il va être vraiment difficile de franchir cette étape face à toutes les questions auxquelles nous sommes confrontés. Merci. J'aimerais repasser à d'autres questions. Il y a quelques questions qui sont liées à la conférence des parties sur les cadres de gouvernance existants. Thelma, vous avez mentionné la convention, la CDB. Ce n'est pas la seule, il y a aussi le protocole ou la convention de Londres. Mais la question porte plus précisément sur les traités internationaux qui interdisent certaines actions. J'aimerais relier cela à la discussion que nous avons eue auparavant, car je crois que l'un des points les plus intéressants dans les déclarations était l'accent qui a été mis sur les terres. Comment ces actions, et en particulier celles à court terme, ont-elles un trait aux terres et donc aux gens qui vivent sur ces terres? Donc, quels sont les cadres de gouvernance des traités internationaux dont nous disposons pour répondre à cela? Qui a envie de répondre? Je crois que ce sont des questions importantes, il y en a quelques autres, on y reviendra après. Quelqu'un souhaite-t-il répondre? Thelma? Rapidement. Oui, ensuite Arunaba. Oui, c'est important de faire un tour des tables. Il est clair que nous avons identifié déjà la Convention sur le changement climatique et les organes subsidiaires de conseils technologiques et scientifiques qui en font partie comme potentiel. Ça peut être le programme des Nations Unies pour l'environnement, ça peut être l'Organisation météorologique mondiale ou encore la Convention sur la diversité biologique. La seule question que je soulève, c'est la suivante. Et donc, comment pouvons-nous avoir cet agencement international qui nous permette une participation plus juste et plus équitable de tous les membres? Car il faut qu'ils arrivent à un consensus. Et parfois, on dirait que c'est comme chiffré, comme je dis, non? Ou alors ce n'est pas assez clair et ils décident de quelque chose et puis ils délibèrent. Alors finalement, ça met des années et des années à se matérialiser. Donc, c'est le seul goulot d'entranglement que je vois. Il y a des côtés positifs car ça implique davantage de personnes. Ça, c'est une participation plus équitable et j'aime beaucoup cela. Mais parallèlement à cela, cela prend plus de temps que celui dont nous disposons. Arunaba, mais juste avant que vous répondiez, j'ai oublié de mentionner une partie importante de la question. Il y a plusieurs questions que j'ai en quelque sorte fusionnées. Y a-t-il un accord, un traité ou une sorte de déclaration à l'échelle internationale qui encourage
ces nouvelles technologies. Nous avons beaucoup parlé de régulation et de contrôle, mais y a-t-il quelque chose qui encourage cela? Vous vouliez réagir à une partie de la question? Bon, je vais d'abord essayer de répondre à la partie numéro 1. Pour autant que je sache, la réponse est non. Mais toutefois, lors de la 4e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, il y a eu une proposition émanant de la Suisse et de 10 autres pays afin d'évaluer ces technologies. Mais cette proposition, finalement, a été rejetée par cette Assemblée. Mais si cette proposition avait été acceptée, on aurait pu dire qu'une évaluation de l'état de la science, de ses interconnexions et des conséquences, etc., aurait pu être interprétée comme prohibitive et restrictive à un certain niveau. Mais à un autre niveau, elle aurait pu être considérée comme propice. Et donc, je vais revenir à la première partie de la question. C'est pourquoi les intentions sont importantes. Et tant que nous n'observerons pas les impacts tels qu'ils sont observables, que nous verrons les intentions qui se profilent derrière, on ne saura pas comment permettre les mouvements, les mesures qui sont en quelque sorte plus positifs ou d'atténuer ou de revenir sur des intentions qui sont en quelque sorte plus négatives. Pour ce qui est de l'utilisation du terrain, nous avons la Convention cadre des Nations Unies, mais nous avons également 2 organisations qui ont été formées en 1992 et qui sont comme des cousines, des beaux enfants, des belles filles. La structure, il y a la Convention sur la diversité biologique qui a imposé un moratoire sur les technologies de modification du climat, si elles ont un impact négatif sur la biodiversité. Mais il y a également la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et d'un côté, cela nous met face à un choix très clair. Comment allons-nous utiliser nos terres? Les utiliser pour faire des cultures ou pour planter des arbres ou planter certains arbres qui absorbent une grande quantité de carbone. Mais ce ne sont pas que des choix technologiques, ce sont des choix éthiques auxquels nous sommes confrontés. La Convention sur la lutte contre la désertification apporte également des idées sur la restauration des terres dégradées. Un projet de reboisement de 350 millions d'hectares d'ici à 2030. Donc la question des terres est importante, mais j'ai quelques doutes quant au fonctionnement de certains de ces forums ou de ces plateformes, car ils mettent explicitement la question de l'éthique devant nous. Donc ça nous pousse à évaluer cela à l'aune d'un numéro ou d'un indicateur. Avons-nous une promesse de restauration pour ces 350 millions d'hectares de terres dégradées? Quelles seraient les méthodes de restauration? Avec quels arbres? Avec des espèces natives, invasives, pour absorber du carbone, pour faire autre chose, pour que de petits exploitants agricoles fassent une agriculture qui rénove les terres, ou pour que de grandes parcelles de terre absorbent du carbone et le stockent dans un autre endroit? Et ça, ce sont des choix éthiques, ce ne sont pas simplement des mesures technologiques. Et je crois que, alors que nous envisageons des interventions technologiques à l'échelle planétaire, et on n'a pas encore trouvé les architectures de gouvernance et les plateformes de discussion de la gouvernance, et nous n'avons pas encore trouvé ces plateformes qui permettent d'avoir des discussions éthiques à l'échelle planétaire. Merci, fantastique. J'aimerais poser une question à Amy, parce que je sais qu'elle va pouvoir y répondre, mais aussi parce qu'elle doit nous quitter 5 minutes avant la fin, car elle a d'autres impératifs. Juste une chose, la CDB a apporté des conseils de gouvernance sur le fait qu'ils puissent avoir ou non un engagement sur ces technologies, mais elle a également envoyé des signaux positifs dans le sens où il y a un besoin de recherche transdisciplinaire dans ce domaine. Ça ne concerne pas uniquement le déploiement, mais aussi la recherche et le fait d'acquérir davantage de connaissances. Donc, Ami, je me tourne vers vous pour que vous répondiez à cette question. Quelles sont les perspectives pour le secteur privé quant à la recherche sur le développement dans cet espace et quelles en sont les ramifications?
Je pense que vous pouvez nous donner votre point de vue. Oui, absolument. Je voudrais d'abord répondre à Arunaba, euh, car je crois qu'il a soulevé un point très important. Je crois que je ne vais pas l'exprimer de façon si élégante que lui, mais c'est le fait que nous n'avons pas une plateforme pour réfléchir à l'échelle mondiale. Et je crois que c'est vraiment au cœur de cette question que nous avons à réimaginer et penser la gouvernance. Nous devons faire face à différents types de problèmes. Nous sommes face à un panorama changeant. Et Simon, par exemple, a mentionné la gouvernance d'aujourd'hui par rapport à la gouvernance de demain, les structures de demain. Vous l'avez présenté comme le monde que nous souhaiterions pour demain. Mais le monde change extrêmement rapidement, que nous le voulions ou non. Et donc, cela est un autre contexte. Et je crois qu'il faut changer pour avoir ce type de conversation dans ce contexte. Pour relier ça à des questions que vous avez posées sur le secteur privé, je crois qu'une partie essentielle pour pouvoir répondre à cela, pour construire des plateformes au niveau international. Et ceci doit se faire à travers des partenariats publics, privés et avec les personnes aussi, et où il faut vraiment penser à développer cette transition à différents niveaux. Et il faut intégrer la recherche et l'innovation de la science et la technologie pour comprendre ce qu'il se passe, et les questions éthiques doivent nous permettre de réfléchir à ce que nous faisons et, et aux stratégies qu'il faut adopter. Donc quand je pense à l'innovation, je pense à la technologie, je pense à notre façon de faire les choses, à notre façon de travailler ensemble, de comment nous conduisons du changement social, comment nous construisons des mouvements sociaux. Et en ces temps particulièrement perturbés, nous offre un moment pour y réfléchir et pour savoir vers quoi nous nous acheminons. Donc je crois que nous avons véritablement besoin de ces partenariats publics, privés et avec les gens. Et il y a certaines entreprises qui commencent à s'y mettre. Microsoft, par exemple, se penche sur certains de ces sujets et s'attelle à des objectifs bien ciblés. Mais il faut aussi travailler avec des communautés du monde entier pour dire que travailler avec des partenaires et des ressources dans le monde entier qui se sont aussi fixés des buts de réalisation. Donc je crois qu'il y a là vraiment beaucoup d'opportunités à saisir. Merci Amy, merci pour votre participation. Si vous devez maintenant nous quitter, continuez votre journée. J'aimerais revenir à des questions éthiques et morales, en particulier parce que C2J fait partie du conseil Carnegie pour l'éthique des affaires internationales. Donc, où ces questions éthiques peuvent-elles prises en compte à l'échelle internationale, notamment les questions morales et éthiques, et comment les intégrer dans des processus existants. Donc, j'ai une question de McLaren. Si la dimension morale et que nous nous soucions de la participation des plus vulnérables, dans quelle institution la gouvernance de ces questions devrait-elle être développée et pourquoi, selon les participants? Les institutions actuelles ou futures qui n'existent peut-être pas encore. Allez, je vous en prie. Qui se lance? Oui, je vais essayer. Comme je disais précédemment, la structure existence de gouvernance que nous avons pour le changement climatique et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est ce que nous avons de plus proche d'une gouvernance sociale équitable, étant donné qu'il n'y a pas de gouvernement mondial qui applique des lois dans tous les pays. C'est beaucoup plus un système de conformité volontaire qui fait des accords. On ne les respecte pas, il n'y a pas de conséquences si on ne les respecte pas. On a vu cela dans la Convention cadre des Nations Unies. Il y a certainement un système de gouvernance imparfait, mais c'est le meilleur que nous ayons. Donc, à mon sens,
tout ce qui contourne cela. Et il y a eu des tentatives de le contourner. Sous la présidence de Bush, il y a eu une tentative de rassembler les plus gros émetteurs et de faire résoudre le problème par un petit groupe de pays qui déciderait ce qu'il fallait faire. Mais ça n'a pas vraiment marché. Et ça a certainement exclu le reste d'entre nous de cette réunion. Donc tout ce qui exclut des personnes et les écarte, et là je rejoins Thelma, c'est toujours laborieux et chronophage. Si l'on veut avoir une structure de gouvernance plus démocratique, mais moi je considère que cela vaut vraiment la peine de le faire comme il se doit, plutôt que de tenter de prendre des raccourcis et de le faire d'une façon erronée. En particulier depuis la perspective de nous nous trouvons et qui est celle de victimes. Si nous ne sommes pas assis à la table, nous faisons quand même partie du dîner, comme ils disent. Merci, merci. Donc, merci Salim, c'est très utile. Je crois que nous avons le temps pour encore une dernière question et puis nous terminerons. Voici la question. Si l'on parle du déploiement unilatéral, planter des arbres à petites échelles à mon jardin est une bonne chose. Mais comment définit-on l'échelle à partir de laquelle l'élimination du CO2 requiert une gouvernance? La plantation d'arbres peut être régie si on pense à un environnement propice qui est établi par le gouvernement britannique pour ajouter des arbres à l'engagement à l'égard de certains objectifs climatiques internationaux. C'est pourquoi nous devons penser à l'EDC en même temps qu'au programme climatique et nous avons besoin que les pays se rassemblent au niveau international pour les réponses à apporter. Et cela doit être filtré en fonction de certaines choses dans un endroit particulier. Donc s'il obtient un crédit de son gouvernement pour avoir pris soin de cet arbre après l'avoir planté au nom du carbone, alors ce type de petit geste dans son jardin va faire partie de la gouvernance de ces technologies. Arunaba, vous avez un avis? Oui, juste pour ajouter quelque chose, Simon a bien expliqué que cela pourrait être comptabilisé à l'échelle internationale, même si ce sont de petites actions. Et j'ai un indicateur grossier peut-être, car cette question de seuil, d'échelle, de savoir si c'est une expérience en plein air, si c'est une expérience un déploiement à grande échelle, eh bien, cela fait longtemps que nous sommes en prise avec ce type de questions. Et pour moi, le paramètre grossier, si vous pensez avoir une intervention qui va avoir des conséquences planétaires, et ça veut dire que ça demande une conversation à l'échelle planétaire. Et si votre action ne va pas avoir une conséquence planétaire, cela peut être dans un grand spectre d'activités. Ça peut être rassemblé sous l'égide de la modification du climat. Mais l'intervention spécifique ne devient pertinente que lorsque les compétences que vous devez déplier pour cela sont les compétences minimales avec lesquelles vous pouvez avoir un impact planétaire. Et c'est là où il faut que nous considérions la gouvernance comme un spectre et pas comme une question de choix entre ceci ou cela. Pas de gouvernance ou un gouvernement mondial avec des normes auto-imposées que les scientifiques ont pour s'auto-réglementer, et des normes et des règles de recherche nationales que les gouvernements nationaux imposent, et il faut une transparence quant à tout ce qui va au-delà de cela, et cela doit être couplé à l'utilisation de plateformes existantes de surveillance, d'évaluation et de respect des normes. La gouvernance, c'est aussi une sorte de spectre qui s'appuie sur le niveau minimum d'intervention dont vous avez besoin pour avoir l'impact que vous souhaitez. Merci Arunaba, et je crois que nous allons conclure avec cela. Nous arrivons à la fin du temps qui nous était imparti. Nous avons besoin d'une échelle de gouvernance. Ce n'est pas un peu de ci ou un peu de ça pour apporter la réponse qui est demandée à différents niveaux et à différents moments. Les technologies diffèrent en fonction des actions et des moments. Je voudrais donc remercier nos 5 intervenants, y compris Ami qui a dû nous quitter un peu avant. Thelma, Runaba, Salim, Simon, je vous remercie beaucoup. Un grand merci à nos participants. Nous nous verrons lors du prochain Campfire Chat ou webinaire. Merci beaucoup et au revoir.